Mon mari n'avait plus que quelques semaines à vivre. Les médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, avaient abandonné tout espoir. Alors que je m'apprêtais à lui dire adieu, j'ai surpris une conversation secrète entre deux infirmières qui a absolument tout changé. J'ai tout quitté pour retrouver un inconnu qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ce que j'ai découvert a dépassé toutes mes attentes et a transformé notre tragédie en un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Avant de vous raconter comment j'ai remué ciel et terre pour le sauver, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos expériences peuvent voyager et toucher les gens. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est une façon pour nous de nous connecter, peu importe la distance. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début du cauchemar. Le son de l'électrocardiogramme était devenu la bande-son de ma vie. Ce bip-bip incessant, régulier mais si fragile, rythmait mes journées et hantait mes nuits. Assise sur cette chaise inconfortable au chevet de mon mari, Marc, je fixais son visage paisible mais si pâle. Il dormait, épuisé par la dernière série de traitements qui n'avaient servi à rien. Ses mains, autrefois si fortes, capables de transformer un simple morceau de bois en une œuvre d'art, reposaient inertes sur les draps blancs de l'hôpital. Je me souvenais de l'odeur de la sciure de bois qui s'accrochait toujours à ses vêtements quand il rentrait de son atelier. Cette odeur de travail, de passion, de vie, elle me manquait terriblement. Il y a 1 an à peine, Marc était la force de la nature incarnée. C'était le genre d'homme qui passait 12 heures par jour dans son atelier de menuiserie à la périphérie de Paris, à créer des meubles sur mesure, puis rentrait à la maison et avait encore l'énergie de me faire tournoyer dans la cuisine en préparant le dîner. Il avait construit notre petite maison de ses propres mains, chaque planche, chaque clou était une preuve de son amour pour moi, pour notre vie. Il disait toujours en riant, « Chloé, tant que j'ai mes mains, je peux tout construire, même le bonheur. » Et puis, insidieusement, la maladie s'était installée. D'abord une fatigue qu'il mettait sur le compte du surmenage. Puis des bleus inexplicables, des essoufflements. Le diagnostic était tombé comme un couperet, leucémie aiguë myéloblastique. Un cancer du sang agressif. Notre monde, si solidement construit, s'était effondré. Le docteur Dubois, un homme bon mais dont le regard portait le poids de trop de mauvaises nouvelles, m'avait prise à part plus tôt dans la journée. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Madame Dubois, nous avons tout essayé. La chimiothérapie, les traitements expérimentaux. Sa moelle osseuse ne répond plus. Elle est en aplasie complète. Il a fait une pause, cherchant les mots les moins cruels. Sans une greffe de moelle osseuse, il ne lui reste que quelques semaines. Peut-être 1 mois, si nous avons de la chance. Une greffe. La solution miracle qui était aussi notre plus grand mur. Marc avait grandi en foyer d'accueil, abandonné à la naissance. Il n'avait pas de famille, pas de frères, pas de sœurs, personne. Nous nous étions inscrits sur le registre national des donneurs, mais les chances de trouver un étranger compatible à temps étaient infimes, presque nulles. Chaque jour qui passait était une page de son livre qui se tournait, nous rapprochant inexorablement de la fin. J'étais infirmière. Ironique, n'est-ce pas? Je passais mes journées à rassurer des patients, à administrer des soins, à donner de l'espoir. Mais là, face à l'homme de ma vie, j'étais complètement impuissante. Mon savoir, mes compétences, tout cela ne servait à rien. Je ne pouvais que lui tenir la main et lui mentir, lui murmurer que tout irait bien, alors que je sentais la vie le quitter peu à peu. Il s'est réveillé doucement, ses yeux bleus, autrefois si vifs, cherchant les miens. Un faible sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « Salut, mon amour », a-t-il murmuré, sa voix rauque. J'ai ravalé mes larmes et je me suis penchée pour l'embrasser. « Salut, toi. Tu as bien dormi ?» Il a hoché la tête. J'ai rêvé de notre maison. Du jardin au printemps. Mon cœur s'est serré. Chaque mot était un adieu déguisé. Je sentais le poids du désespoir m'écraser, me voler mon air. J'étais au fond du gouffre, convaincue que notre histoire touchait à sa fin. Je pensais que c'était la fin, que nous avions perdu. Mais je ne savais pas encore que dans les couloirs froids de cet hôpital, un murmure anodin entre 2 personnes allait allumer une étincelle dans les ténèbres les plus profondes et changer notre destin à tout jamais. La nuit est tombée sur Paris,
mais dans la bulle stérile de la chambre d'hôpital, le temps n'avait plus de sens. Les heures s'étiraient, lourdes et angoissantes. Marc s'était rendormi, et je l'observais respirer, chaque inspiration, chaque expiration étant un cadeau précieux et précaire. Pour échapper à l'atmosphère suffocante de la pièce, je suis sortie dans le couloir. J'avais besoin d'air, même si ce n'était que l'air recyclé et aseptisé de l'hôpital. Je me suis assise sur un banc, la tête entre les mains, laissant enfin les larmes couler en silence. C'est à ce moment précis que je les ai entendues. 2 infirmières de l'équipe de nuit venaient de prendre leur service. Elles parlaient à voix basse, pensant être seules. Elles passèrent devant moi sans me voir, absorbées par leur conversation et l'écran d'un téléphone. L'une d'elles, plus jeune, a dit à sa collègue, « Tiens, regarde, je te montre les photos du week-end chez mes parents. C'est leur voisin, il est venu nous aider à rentrer le bois. » Elle a montré son téléphone. Sa collègue s'est penchée et a lâché, « C'est fou ce qu'il ressemble à ton patient en soins intensifs, monsieur Dubois. » Attends, non, c'est plus que ressemblant, c'est son sosie parfait. On dirait son jumeau. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai relevé la tête brusquement. Elles ont sursauté en me voyant. Gênées, elles se sont excusées et se sont éloignées rapidement. Mais les mots avaient été prononcés. Ils flottaient dans l'air, chargés d'une possibilité insensée. Son jumeau. L'infirmière plus âgée, réalisant peut-être la portée de ses paroles, est revenue sur ses pas. Elle s'est assise à côté de moi, avec une infinie douceur. « Excusez-moi, Madame Dubois. Nous ne voulions pas être indiscrètes. C'est juste que, la ressemblance est vraiment frappante. » Je l'ai regardée, les yeux suppliants. « Où vit cet homme ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle a hésité, consciente des règles de confidentialité. « C'est juste une coïncidence, vous savez. » A-t-elle commencé. Mais en voyant mon désespoir, elle a cédé. Ma collègue, ses parents habitent à Collonges-la-Rouge, en Corrèze. C'est un petit village. Ce monsieur est leur voisin. Collonges-la-Rouge. Le nom sonnait comme un endroit sorti d'un conte de fées, un lieu à des années-lumière de notre enfer parisien. C'était à près de 500 kilomètres. Une folie. Une pure folie. Mon esprit rationnel, mon cerveau d'infirmière, me criait que c'était absurde. Des gens se ressemblent tout le temps. C'était une fausse piste, un mirage né du désespoir. Je suis retournée dans la chambre de Marc. Il dormait toujours. Je l'ai regardé, et j'ai essayé d'imaginer un autre homme, quelque part en France, avec ce même visage, ces mêmes traits. Un homme qui portait peut-être dans ses veines le sang, la moelle, la clé de la survie de mon mari. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures sur mon téléphone, non pas à chercher des traitements miracles, mais à faire des recherches sur Collonges-la-Rouge. C'était un des plus beaux villages de France, célèbre pour ses maisons en grès rouge. Des photos de ruelles médiévales et de paysages verdoyants défilaient sur mon écran, un contraste saisissant avec la blancheur morbide de l'hôpital. J'ai cherché des noms, des annuaires, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L'idée germait en moi, sauvage et irrationnelle. Et si ce n'était pas une coïncidence? Marc avait été abandonné à Paris. Qui pouvait dire où sa famille biologique avait ses racines? La France n'est pas si grande. C'était une chance sur 1 million, peut-être moins. Mais face à une certitude de 0%, une chance sur 1 million ressemblait à une autoroute d'espoir. Je savais que si je parlais de ça au médecin, il me regarderait avec pitié, pensant que le chagrin me faisait perdre la tête. Si je le disais à Marc, je risquais de lui donner un faux espoir, ce qui serait encore plus cruel que la vérité. Cette décision, je devais la prendre seule. Le matin s'est levé, gris et pluvieux, comme mon humeur. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la chambre. J'avais l'air d'une étrangère. Mes traits étaient tirés, mes yeux cernés. Mais au fond de ce regard épuisé, une nouvelle lueur brillait. Ce n'était plus seulement du désespoir. C'était une flamme. Une minuscule flamme de détermination. C'était une chance sur 1 million, une idée folle née d'une conversation volée. Mais c'était la seule chance que nous avions. Le lendemain, sans rien dire à Marc,
en lui mentant pour la première fois de notre vie en lui disant que je devais m'absenter pour une urgence familiale, j'ai pris la décision la plus insensée et la plus terrifiante de ma vie. Le lendemain matin, l'air était électrique de ma décision. J'ai d'abord appelé mon chef de service à l'hôpital. Ma voix était étonnamment calme alors que je demandais un congé sans solde en urgence. Heureusement, tout le monde connaissait notre situation. Personne n'a posé de questions. J'ai juste senti de la sympathie et de la tristesse dans la voix de ma supérieure. Prends tout le temps qu'il te faudra, Chloé. Nous pensons à vous. Ensuite, le plus difficile, faire face à Marc. Je suis entrée dans sa chambre avec un sourire forcé. Mon amour, il faut que je m'absente un jour ou deux. Ma tante ne va pas bien, je dois aller la voir en Normandie. Chaque mot était un poison sur ma langue. Je détestais lui mentir, surtout maintenant. Il m'a regardé, ses yeux trop lucides sont dans les miens. Fais attention sur la route, a-t-il simplement dit. Il était trop faible pour discuter, ou peut-être a-t-il senti que quelque chose de plus grand se jouait. Il m'a serré la main, et ce simple contact m'a donné la force dont j'avais besoin. Je reviens vite, ai-je promis, un serment que j'espérais de tout mon cœur pouvoir tenir. 1 heure plus tard, j'étais sur l'autoroute A20, direction le sud. Le périphérique parisien a laissé place à des paysages de plus en plus ruraux. La voiture était mon sanctuaire, une bulle de métal me propulsant vers un destin inconnu. J'avais mis une vieille compilation que Marc avait faite pour nos premières vacances. Sa musique remplissait l'habitacle, et chaque chanson était un souvenir, une tranche de notre vie heureuse. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient plus seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de peur, et d'une détermination farouche. Le trajet a duré près de 5 heures. 5 heures seul avec mes pensées, mes doutes et mes espoirs démesurés. Et si je me trompais? Et si je débarquais dans la vie de cet homme pour rien? Et si ce n'était qu'un simple sosie, et que je passais pour une folle? Des centaines de scénarios catastrophes se bousculaient dans ma tête. Je me garais sur une aire de repos, le cœur battant, me demandant si je ne devais pas faire demi-tour. Mais l'image du visage de Marc, si pâle dans son lit d'hôpital, suffisait à me faire redémarrer. Je n'avais pas le droit d'abandonner. Enfin, les panneaux ont indiqué « Collonges-la-Rouge ». J'ai quitté l'autoroute pour m'engager sur des routes de campagne sinueuses. Et soudain, le village est apparu. C'était encore plus beau que sur les photos. Un ensemble harmonieux de maisons, de tourelles et d'un clocher, le tout construit dans une pierre rouge flamboyante qui contrastait magnifiquement avec le vert de la campagne environnante. C'était un lieu paisible, hors du temps. Un lieu où les drames comme le mien ne semblaient pas avoir leur place. Je me suis garée sur la place du village et je suis sortie de la voiture, les jambes tremblantes. J'avais une seule photo de Marc sur mon téléphone, une photo prise l'été dernier, avant que tout ne bascule. Il souriait, le soleil dans ses yeux bleus. C'était ma seule arme, mon seul laissez-passer. Je suis entrée dans la petite épicerie du village, qui faisait aussi office de bureau de tabac et de café. L'odeur du pain frais et du café chaud m'a accueillie. Un groupe d'hommes âgés jouait aux cartes dans un coin. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais clairement une étrangère. Je me suis approchée du comptoir, le cœur battant à tout rompre. J'ai montré la photo au propriétaire, un homme à la moustache grise et au regard bienveillant. « Excusez-moi, monsieur. Je cherche quelqu'un. On m'a dit qu'il vivait ici, et qu'il ressemblait à l'homme sur cette photo. » L'homme a chaussé ses lunettes, a regardé la photo, puis m'a regardé, puis la photo à nouveau. Ses sourcils se sont froncés. « Ah oui, a-t-il dit avec un accent chantant. On dirait bien le Lucas. Lucas Moreau. Il a une ferme un peu plus loin, après le pont. » Mon souffle s'est coupé. C'était donc vrai. Il existait. Il avait un nom. Lucas Moreau. Après avoir parlé à une dizaine de personnes, une vieille dame assise sur un banc m'a finalement indiqué une ferme isolée à la sortie du village, en me donnant plus de détails. C'est la grande bâtisse en pierre avec les volets bleus, vous ne pouvez pas la manquer, m'a-t-elle dit. C'est là que vit Lucas Moreau. Elle a ensuite ajouté, avec un air entendu, mais sa femme, Sophie, ce n'est pas la même histoire. Elle n'aime pas beaucoup les gens qui ne sont pas d'ici.
Mon cœur battait la chamade alors que je reprenais ma voiture et m'engageais sur le chemin de terre qu'elle m'avait indiqué. La mise en garde de la vieille dame ajoutait une nouvelle couche d'appréhension à ma mission déjà si fragile. Le chemin de terre s'enfonçait entre deux rangées d'arbres, pour finalement déboucher sur une clairière où se dressait une magnifique ferme en pierre rouge, avec des volets d'un bleu profond, exactement comme la vieille dame l'avait décrite. C'était une image de carte postale, paisible et rustique. Mais mon estomac était noué par l'angoisse. J'ai coupé le moteur et je suis resté un instant dans la voiture, essayant de rassembler mon courage. Chaque seconde qui passait était une seconde de moins pour Marc. Finalement, j'ai respiré un grand coup et je suis sorti. J'ai traversé la cour en gravier, le bruit de mes pas semblant assourdissant dans le silence de la campagne. J'ai frappé à la lourde porte en bois. Le silence. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. J'ai entendu des pas à l'intérieur, puis la porte s'est ouverte en grinçant. Et là, il était là. Le choc a été si violent que j'ai eu le souffle coupé. C'était comme voir un fantôme. Il était plus grand, plus large d'épaules que Marc, son visage buriné par le soleil et le travail en plein air, mais les traits, c'étaient les mêmes. La même mâchoire carrée, le même nez droit, et surtout, les mêmes yeux. Des yeux d'un bleu perçant, si identiques à ceux de mon mari que j'ai eu l'impression de me noyer dedans. Il m'a regardé avec méfiance, fronçant les sourcils. Oui. C'est pourquoi. Sa voix était grave, plus rocailleuse que celle de Marc, mais la tonalité de base était étrangement familière. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai réussi à lui montrer l'écran, avec la photo de Marc souriant. Je suis désolée de vous déranger, ai-je bégayé. Je m'appelle Chloé. L'homme sur cette photo, c'est mon mari, Marc. Et on m'a dit que vous lui ressembliez. Lucas Moreau a fixé la photo, son expression passant de la méfiance à la stupéfaction totale. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Il a passé une main dans ses cheveux, secouant la tête comme pour chasser une vision. Mais, c'est à ce moment-là qu'une deuxième personne est apparue dans l'encadrement de la porte. Une femme, la quarantaine, élégante même dans une tenue décontractée, avec des cheveux blonds impeccablement coiffés et un regard dur comme l'acier. « C'est qui, celle-là, Lucas ?» a-t-elle demandé d'une voix sèche, en me jaugeant de la tête aux pieds. Elle dit que... Lucas était encore sous le choc. Sophie, car je savais que c'était elle, m'a arraché le téléphone des mains. Elle a regardé la photo avec un rictus méprisant. Une vieille photo et une histoire à dormir debout, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? J'étais sidérée par son agressivité. Non. Pas du tout. Mon mari il est très malade, ai-je réussi à articuler. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse en urgence. Il est orphelin, il n'a pas de famille. J'ai entendu parler de vous par hasard? Je devais venir. C'est mon seul espoir. Sophie a éclaté d'un rire bref et sans joie. Ah, voilà l'arnaque. La totale. Le frère perdu, la maladie en phase terminale. Vous nous prenez pour des idiots? Vous pensez vraiment qu'on va tomber dans votre piège? C'est pathétique. Chaque mot était une gifle. Elle m'a rendu mon téléphone en me le jetant presque à la figure. Sophie, arrête, a grogné Lucas, qui commençait à retrouver ses esprits. Regarde-le. Regarde-moi. Tu ne vois pas? Je vois une femme désespérée prête à tout pour nous escroquer, a-t-elle rétorqué, le regard glacial fixé sur moi. Il y a des milliers de gens qui se ressemblent. Ça ne prouve rien. Maintenant, fichez le camp de notre propriété avant que j'appelle les gendarmes. Les larmes de frustration et d'impuissance me montaient aux yeux. J'avais tout misé sur cette rencontre, j'avais bravé des centaines de kilomètres, et je me heurtais à un mur de mépris et de cynisme. Lucas était abasourdi, visiblement partagé entre le choc de la ressemblance et les accusations virulentes de sa femme. Il me regardait, puis regardait Sophie, l'air complètement perdu. Sophie a attrapé son bras. Lucas, ne sois pas naïf. Rentre à l'intérieur. Elle m'a jeté un dernier regard assassin. J'espère que le message est clair. Puis elle a tiré son mari à l'intérieur et a commencé à refermer la porte.
J'ai senti mes espoirs s'effondrer, se briser en 1000 morceaux sur le gravier de cette cour. Allais-je devoir abandonner si près du but, chassé comme une malpropre? Alors que la lourde porte en bois commençait à se refermer, un réflexe de survie a pris le dessus. J'ai crié, « Attendez !» Ma voix était plus forte, plus assurée que je ne l'aurais cru. J'ai posé ma main sur la porte pour l'empêcher de se fermer complètement. « S'il vous plaît. Juste 5 minutes. » Lucas a stoppé le mouvement de la porte, son regard toujours fixé sur moi. Sophie a soupiré bruyamment, exaspérée. Lucas, ne l'écoute pas. 5 minutes, Sophie, a-t-il dit fermement, sans la regarder. Elle a fait toute cette route. On lui doit bien ça. Il a rouvert la porte et m'a fait signe d'entrer dans le vestibule, un geste qui lui a valu un regard noir de sa femme. L'intérieur de la maison était rustique et chaleureux, mais l'atmosphère était glaciale. Nous sommes restés debout dans l'entrée, un tribunal improvisé où j'étais à la fois l'accusée et la plaignante. « Parlez, » a dit Lucas, les bras croisés, son visage une toile de confusion et de doute. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que les prochains mots détermineraient la vie ou la mort de Marc. J'ai sorti de mon sac une pochette en plastique contenant les documents que j'avais eu la présence d'esprit d'emporter. Mon mari s'appelle Marc Dubois. Il est né le 12 avril 1980, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il a été abandonné à la naissance. Voici son acte de naissance, avec la mention « né de père et de mère inconnus ». J'ai tendu le document à Lucas. Il l'a pris, ses grands doigts de fermier semblant maladroits avec le papier fragile. Sophie a tenté de le lui prendre, mais il l'a écarté d'un geste. Il lisait, ses lèvres remuant silencieusement. Je sais que ça paraît fou, ai-je continué, ma voix gagnant en assurance. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande rien, si ce n'est une chance. Marc est en train de mourir. Il souffre d'une leucémie. Les médecins ont dit qu'une greffe de moelle osseuse est son seul espoir. La compatibilité est plus élevée entre frères et sœurs. Je vous en supplie, faites juste un test. Un simple test sanguin. Si ce n'est rien, je disparaîtrai de votre vie pour toujours, je vous le promets. J'ai sorti le dossier médical de Marc, avec les lettres des médecins, les résultats des analyses. Je l'ai posé sur une petite table. Tout est là. Je ne suis pas une menteuse. Le silence s'est installé, lourd, pesant. Lucas ne quittait pas des yeux l'acte de naissance. Sophie, voyant qu'elle perdait le contrôle, a lancé une nouvelle attaque. Et comment êtes-vous tombé sur nous, hein? Par magie? C'est trop facile. Vous avez dû faire des recherches, trouver un pigeon qui avait l'air de ressembler à votre mari. J'ai entendu 2 infirmières parler à l'hôpital, ai-je répondu honnêtement. Une pure coïncidence. La plus folle des coïncidences. Lucas a enfin relevé la tête. Ses yeux bleus étaient embués. Il a parlé d'une voix sourde, comme s'il parlait à lui-même. Ma mère? Avant de mourir, elle m'a tout raconté. Elle était jeune, seule, sans un sou à Paris. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché à l'hôpital Saint-Antoine. Il a marqué une pause, et mon cœur a manqué un battement. Elle disait que c'était la décision la plus difficile de sa vie, mais elle ne pouvait pas le garder. Elle l'a laissé là-bas. Elle n'a jamais su ce qu'il était devenu. Elle m'a juste dit la date, c'était au printemps 1980. Le monde a semblé s'arrêter. Les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une précision terrifiante et miraculeuse. Sophie était blême. Pour la première fois, elle semblait à court d'arguments. Mais son visage s'est rapidement durci à nouveau. Même si c'est vrai, a-t-elle sifflé, en quoi ça nous concerne? C'était il y a plus de 40 ans. On a notre vie ici, nos projets. On ne va pas tout risquer, mettre notre santé en danger pour un inconnu qui sort de nulle part. Son égoïsme était si pur, si révoltant, que j'ai senti une vague de colère monter en moi. Un inconnu? C'est peut-être votre frère, le frère de votre mari. Comment pouvez-vous être si insensible? Le conflit terrible se lisait sur le visage de Lucas. Il était pris en étau entre le fantôme de ce frère perdu et la réalité de sa vie avec cette femme. Il a passé ses mains sur son visage, l'air accablé. Je me sentais à bout. J'avais joué ma dernière carte.
Il n'y avait plus rien à dire, seulement à attendre son verdict. Chaque seconde d'attente était une torture. Laissez-moi réfléchir, a-t-il finalement dit, la voix rauque. Il n'osait pas me regarder. J'ai besoin de temps. Revenez demain. Un jour de plus. 24 heures. Un délai qui semblait une éternité. Un jour que Marc n'avait peut-être pas. Je suis sortie de la ferme comme une automate, le corps vidé de toute énergie. La phrase de Lucas, revenez demain, tournait en boucle dans ma tête. C'était un sursis, pas une promesse. J'ai repris la voiture et j'ai trouvé une petite auberge dans le centre du village. La propriétaire, une femme ronde et souriante, a dû voir le désarroi sur mon visage car elle ne m'a posé aucune question, se contentant de me donner une clé et un sourire compatissant. La chambre était simple mais propre, avec une fenêtre donnant sur les toits rouges de Collonges. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé la nuit tomber. Je n'ai même pas pensé à manger. L'angoisse me dévorait de l'intérieur. J'ai appelé l'hôpital. L'infirmière de garde m'a dit que l'état de Marc était stable, mais faible. Stable était le mot le plus terrifiant du dictionnaire médical. Cela signifiait qu'il ne s'améliorait pas, qu'il continuait sa lente descente. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Chaque heure qui passait était une torture. J'imaginais Lucas, chez lui, en train de se disputer avec Sophie. J'imaginais ses doutes, ses peurs. Mettre sa propre santé en jeu pour un frère qu'il n'avait jamais connu n'était pas une petite décision. Et Sophie était là, tel un serpent, lui soufflant le poison de l'égoïsme et de la méfiance à l'oreille. Je me suis surprise à prier, moi qui n'étais pas croyante. Je priais pour qu'un lien invisible, celui du sang, soit plus fort que la peur et la raison. Et si c'était vous? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait cette nuit-là? Auriez-vous gardé espoir, ou seriez-vous retourné à Paris en vous avouant vaincu? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de connaître vos pensées. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi une seule seconde. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Avec une détermination née du désespoir, j'ai quitté l'auberge et j'ai repris le chemin de la ferme. Quoi qu'il arrive, je devais avoir une réponse. Quand je suis arrivée, j'ai vu Sophie m'attendre près du portail, les bras croisés. Elle était seule. Mon cœur s'est serré. C'était mauvais signe. Elle s'est approchée de ma voiture alors que je coupais le contact. Son visage était fermé, triomphant. Vous perdez votre temps, m'a-t-elle dit d'un ton glacial. Lucas a réfléchi. Nous avons une vie ici. Une entreprise à faire tourner. Il ne va pas tout risquer pour votre histoire. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je veux l'entendre de sa bouche, ai-je réussi à murmurer. C'est là qu'elle a révélé le fond de sa pensée. Écoutez, a-t-elle dit en baissant la voix, adoptant un ton faussement confidentiel. Je sais ce que vous voulez. C'est toujours une question d'argent. Alors, soyons pratiques. Combien? Combien pour que vous disparaissiez de notre vie et que vous laissiez mon mari tranquille? 10 000 euros? 20 000? Dites-moi un chiffre et cette histoire est terminée. J'étais tellement écœurée que je n'arrivais plus à parler. Elle pensait pouvoir acheter la vie de mon mari. Elle me voyait comme une vulgaire maître chanteuse. Une rage froide m'a envahi, chassant le désespoir. J'allais lui répondre, lui cracher tout mon mépris au visage, quand une voix grave nous a interrompus. Ça suffit, Sophie. Lucas était là, debout derrière elle. Il avait tout entendu. Son visage, d'habitude si calme, était transfiguré par la colère et le dégoût. Il a regardé sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a-t-il dit d'une voix blanche. Proposer de l'argent, pour une vie humaine. Pour la vie de mon frère. Le mot était lâché. Mon frère. Sophie a bafouillé, essayant de se justifier. Mais, Lucas, je faisais ça pour nous protéger. Nous protéger de quoi? De la décence? De l'humanité? Il a secoué la tête, une tristesse infinie dans le regard. C'est terminé, Sophie. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un d'aussi cruel, d'aussi vide à l'intérieur. Puis, il a tourné son regard vers moi. Les doutes, les peurs,
tout avait disparu. Il ne restait qu'une certitude calme et puissante. Il s'est approché, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas un étranger, mais une famille. « Pardonnez-moi pour hier », a-t-il dit doucement. J'étais perdu. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. C'est mon frère. Emmenez-moi à Paris. Il est temps que je répare les erreurs du passé. Ce soir-là, nous étions sur la route de Paris, un silence rempli d'émotions pesant dans la voiture. Nous avions gagné une bataille cruciale, mais la guerre pour la vie de Marc ne faisait que commencer. La plus grande question restait en suspens, serait-il un donneur compatible ? Le trajet de retour vers Paris était surréaliste. Quelques jours plus tôt, j'avais fait cette route seule, rongée par une angoisse sourde. Maintenant, à côté de moi, sur le siège passager, se trouvait un homme qui était à la fois un parfait inconnu et la personne la plus importante au monde pour nous. Lucas était silencieux, le regard perdu dans le défilement du paysage. Je pouvais deviner le tourbillon de pensées qui devait l'agiter. En l'espace de 24 heures, il avait découvert un frère mourant et mis fin à son mariage. Sa vie venait de basculer. Je n'osais pas briser le silence, de peur de dire quelque chose de déplacé. C'est lui qui a parlé le premier, alors que nous approchions de la capitale. Comment est-il ? Mon Marc. Le mot « Marc » semblait étrange sur ses lèvres, comme s'il essayait un vêtement neuf. J'ai choisi mes mots avec soin. Il est incroyablement courageux. Il se bat, mais il est très fatigué. La maladie lui a pris toute sa force. J'ai ajouté, avec un petit sourire triste, il est aussi têtu, gentil, et il a un sens de l'humour terrible. Il vous aurait sûrement déjà trouvé un surnom ridicule. Un fantôme de sourire a traversé le visage de Lucas. Ça me rappelle quelqu'un. Nous sommes arrivés à l'hôpital tard dans la soirée. J'ai prévenu l'équipe de nuit que j'arrivais avec un membre de la famille potentielle, et l'infirmière en chef, une amie, a tout fait pour nous faciliter l'accès, comprenant l'urgence de la situation. Le moment où Lucas est entré dans la chambre de Marc restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Marc était réveillé. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, puis son regard s'est posé sur l'homme qui me suivait. Son expression a changé. La confusion, puis l'incrédulité la plus totale. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il a regardé Lucas, puis moi, puis Lucas à nouveau, comme s'il ne pouvait pas croire ce que ses yeux lui montraient. Lucas s'est approché lentement du lit. Il semblait aussi ému que Marc. « Salut » a-t-il dit doucement. Marc n'a pas répondu tout de suite. Il a levé une main tremblante et l'a tendue vers Lucas. Lucas l'a prise dans sa grande main calleuse. Le contact a semblé sceller quelque chose, une reconnaissance qui allait au-delà des mots. « C'est toi » a finalement murmuré Marc, les larmes coulant sur ses joues creuses. « Oui » a répondu Lucas, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois bien que oui. Je m'appelle Lucas. Je suis ton frère. » Je suis resté en retrait, près de la porte, les larmes brouillant ma propre vision. C'était un moment sacré, intime. Deux vies, séparées à la naissance par le destin, se retrouvaient enfin dans la chambre stérile d'un hôpital. Ils ne se sont pas dit grand-chose depuis cette nuit-là. Ils se sont juste regardés, se tenant la main, comme pour rattraper 40 années de silence. Le lendemain matin, une équipe de médecins est venue faire les prélèvements nécessaires sur Lucas pour le test de compatibilité. Le processus était lancé, mais les résultats prendraient 24 à 48 heures. Une nouvelle attente insupportable commençait. Pendant ce temps, les deux frères ont commencé à parler. Vraiment parler. Je les laissais souvent seuls, leur donnant l'espace dont ils avaient besoin. J'entendais leur voix depuis le couloir, parfois des rires, parfois de longs silences. Lucas racontait leur mère, leur enfance en Corrèze. Marc parlait des foyers d'accueil, de sa solitude, du sentiment permanent d'être incomplet. Un après-midi, en entrant dans la chambre, je les ai surpris en train de pleurer tous les deux, mais ils souriaient. Marc tenait dans sa main un petit couteau de poche usé. C'était celui de notre père, m'a expliqué Lucas. C'est la seule chose que j'ai de lui. Je voulais que Marc l'ait. Marc m'a regardé, les yeux brillants. J'ai un frère, Chloé. Tu te rends compte ? Je ne suis pas seule. Ces mots,
qu'il avait dû rêver de prononcer toute sa vie, m'ont transpercé le cœur. Cette attente était une torture, mais elle était aussi un cadeau. Elle leur donnait le temps de se trouver, de construire les fondations d'une relation fraternelle. Chaque heure passée ensemble semblait rendre Marc un peu plus fort, comme si la simple présence de Lucas lui insufflait une nouvelle volonté de se battre. Le médecin hématologue est entré dans la chambre le lendemain après-midi, un dossier à la main. Son visage était impassible, professionnel. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le destin de Marc, notre avenir à tous, se jouait dans les quelques mots qu'il allait prononcer. Le silence dans la chambre était si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Le docteur Dubois tenait le dossier entre ses mains comme s'il pesait une tonne. Il a regardé Marc, puis Lucas, puis moi. Un léger sourire s'est finalement dessiné au coin de ses lèvres, un sourire de soulagement professionnel. Eh bien, a-t-il commencé, j'ai rarement vu ça de toute ma carrière. Il a ouvert le dossier. Monsieur Moreau, vous n'êtes pas seulement compatible. C'est une compatibilité parfaite sur les 10 marqueurs HLA. C'est ce qu'on appelle un « perfect match ». L'une des meilleures que j'ai vues. La tension qui nous étreignait s'est dissipée d'un seul coup, remplacée par une vague de joie si puissante qu'elle m'a presque fait vaciller. J'ai éclaté en sanglots, mais cette fois, c'était des larmes de pur bonheur. Marc a ri, un vrai rire, sonore et libérateur, pour la première fois depuis des mois. Lucas a simplement fermé les yeux et a hoché la tête, comme s'il remerciait une force invisible. Nous avions franchi l'obstacle le plus haut. La chance, le destin, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, était de notre côté. À partir de ce moment, tout s'est accéléré. L'état de Marc étant critique, l'équipe médicale a programmé la greffe en urgence. Dès le lendemain, Lucas a été admis dans une chambre voisine pour commencer le traitement préparatoire, des injections pour stimuler la production de cellules souches dans son sang. Il a plaisanté avec les infirmières, disant qu'il n'avait jamais reçu autant d'attention de sa vie. Mais quand il était avec Marc, son visage devenait sérieux. « Je suis prêt », disait-il simplement. « Faisons-le. » Le jour de la greffe, une atmosphère solennelle régnait dans le service. Lucas a d'abord été emmené pour le prélèvement. Ce n'était pas une chirurgie, mais une procédure appelée cytaphérèse, où son sang était prélevé, filtré par une machine pour en extraire les précieuses cellules souches, puis réinjecté dans son corps. L'opération a duré plusieurs heures. Je suis resté avec lui, lui tenant la main. Il était calme, mais je sentais sa tension. « Tu crois que ça va marcher ?» m'a-t-il demandé à un moment. « J'en suis sûr », ai-je répondu, avec une conviction qui venait du plus profond de mon âme. Pendant ce temps, Marc subissait une dernière séance de chimiothérapie et de radiothérapie, un traitement lourd destiné à détruire complètement sa propre moelle osseuse malade pour faire place à la nouvelle. C'était une étape risquée, le laissant sans aucun système immunitaire, totalement vulnérable. Puis, le moment est arrivé. Une infirmière est arrivée dans la chambre de Marc avec une poche de liquide rougeâtre, ressemblant à une poche de sang. C'était la greffe. Les cellules souches de Lucas. Le trésor qui allait sauver mon mari. La procédure en elle-même était étonnamment simple. La poche a été connectée à son cathéter central. Et c'est tout. Pas de chirurgie, pas de drame. Juste un liquide s'écoulant goutte à goutte, transportant la vie dans les veines de Marc. Nous avons regardé le liquide descendre, en silence, pendant près d'1 heure. C'était l'heure la plus longue et la plus magique de ma vie. Lucas, fatigué mais autorisé à se lever, nous avait rejoints et se tenait à mes côtés. Nous formions un triangle de soutien autour de ce lit. Quand la dernière goutte est tombée, le docteur Dubois est venu nous voir. Maintenant, la partie la plus difficile commence, a-t-il expliqué. L'attente. Il faudra 2 à 3 semaines pour que les nouvelles cellules s'installent dans la moelle osseuse et commencent à produire de nouvelles cellules sanguines. C'est ce qu'on appelle la prise de greffe. Pendant ce temps, Marc sera extrêmement fragile. Ces semaines ont été une épreuve. Marc était confiné en chambre stérile, pour le protéger de la moindre infection. Il était faible, souffrait d'effets secondaires, mais il ne s'est jamais plaint. Lucas et moi nous relayions à son chevet, lui lisant des livres, lui racontant des histoires du monde extérieur. Lucas lui décrivait Collonges-la-Rouge avec tant de détails que nous avions l'impression d'y être. Et puis, un matin,
environ 15 jours après la greffe, le médecin est entré avec les résultats de la prise de sang quotidienne. Il avait un grand sourire. Les neutrophiles sont là, a-t-il annoncé. C'était le jargon médical pour dire que ça y est, la greffe avait pris. La nouvelle usine à sang de Marc avait démarré. Marc était sauvé. Mais notre histoire, notre nouvelle histoire à trois, ne faisait que commencer. Comment allions-nous construire un futur à partir de ce miracle? Quelle forme prendrait cette nouvelle famille née de la tragédie? La nouvelle de la prise de greffe a été comme un nouveau lever de soleil après une nuit interminable. À partir de ce jour, la pente s'est inversée. Lentement mais sûrement, Marc a commencé à remonter. Les analyses de sang quotidiennes devenaient de meilleure en meilleure. Un peu de couleur est revenu sur ses joues. Sa voix a retrouvé de sa force. Il a même recommencé à se plaindre de la nourriture de l'hôpital, ce qui était pour moi le plus beau des signes de rétablissement. Lucas est resté à Paris pendant toute cette période. Après sa rupture avec Sophie, il n'avait aucune raison de se presser de rentrer en Corrèze. Il avait loué un petit appartement meublé à quelques rues de l'hôpital et passait toutes ses journées avec nous. Il était devenu une présence constante, rassurante. La relation entre les deux frères s'est approfondie, non plus dans l'urgence et le drame, mais dans la tranquillité de la convalescence. Ils se sont découverts des points communs stupéfiants. Le même amour pour le travail manuel, la même façon de plisser les yeux quand ils se concentraient, le même rire silencieux qui secouait leurs épaules. Ils passaient des heures à discuter de projets futurs, comme si la maladie n'avait jamais existé. Lucas parlait de rénover une vieille grange sur sa propriété. Marc, les yeux brillants, lui dessinait des plans sur un carnet, imaginant des charpentes et des escaliers en bois. C'était leur façon de se projeter, de reconstruire une vie. Un mois après la greffe, Marc a enfin été autorisé à quitter la chambre stérile. Le jour où il a pu sortir de l'hôpital a été une véritable célébration. Le simple fait de respirer l'air de Paris, même pollué, lui semblait un luxe incroyable. Lucas était là, bien sûr, pour nous aider à le ramener à la maison. Notre petite maison n'avait jamais semblé aussi accueillante. C'était étrange, au début. Marc devait porter un masque quand il y avait des visiteurs, éviter les foules. Son système immunitaire était encore faible. Mais il était chez lui. Et pour la première fois, notre maison n'accueillait pas seulement notre couple, mais notre famille. Les semaines qui ont suivi ont été une période d'ajustement et de bonheur simple. Les dîners du dimanche sont devenus une tradition. Lucas, qui avouait être un cuisinier déplorable, était chargé du vin et du fromage. Nous passions des heures à table, à parler, à rire. Nous étions en train de construire nos propres souvenirs, nos propres traditions. J'observais souvent Marc et Lucas. Il y avait une telle évidence dans leur relation, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre. Un regard, un hochement de tête suffisait. Parfois, je les surprenais à se regarder, un air d'émerveillement sur le visage, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire à leur chance. Marc a progressivement repris des forces. Un jour, je l'ai trouvé dans son atelier au fond du jardin. Il ponçait doucement un petit morceau de bois. Il était encore loin de pouvoir travailler comme avant, mais l'étincelle était revenue dans ses yeux. La passion qui l'animait n'avait pas été détruite par la maladie. Lucas, de son côté, semblait avoir trouvé une nouvelle paix. Loin de la vie tendue qu'il menait avec Sophie, il était plus détendu, plus souriant. Il parlait de réorganiser sa ferme, de se lancer dans de nouveaux projets. Il avait trouvé un frère, mais il s'était aussi retrouvé lui-même. Nous avions trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle normalité. Notre vie n'était plus définie par la peur de la perte, mais par la joie de cette réunion inespérée. Notre couple, si durement éprouvé, en était sorti plus fort, et notre amour s'était élargi pour inclure cet homme formidable qui avait tout changé. Mais un an plus tard, le jour de l'anniversaire de la greffe, une date que nous considérions comme la deuxième naissance de Marc, Lucas nous a réunis. Il avait l'air grave, mais heureux. Il nous a annoncé qu'il avait quelque chose d'important à nous dire, quelque chose qui allait, une fois de plus, changer le cours de nos vies. Pour célébrer cette première année de renaissance, nous n'étions pas à Paris. Lucas avait insisté pour que nous venions tous les trois passer une semaine chez lui, à Collonges-la-Rouge. C'était la première fois que Marc découvrait la terre de ses ancêtres,
l'endroit où son frère avait grandi. Voir Marc, en pleine santé, marcher dans les ruelles rouges du village, respirer l'air pur de la campagne, était la plus belle des récompenses. Le soir de l'anniversaire de la greffe, Lucas a organisé un grand dîner dans le jardin de la ferme. Il avait invité quelques amis et voisins, les mêmes qui m'avaient aidé un an plus tôt. L'atmosphère était à la fête, remplie de rires et de musique. Au milieu de la soirée, Lucas a demandé le silence. Il s'est levé, un verre à la main. Il a d'abord remercié tout le monde d'être là. Puis, son regard s'est posé sur Marc, puis sur moi. Il y a un an, a-t-il commencé, sa voix chargée d'émotion, ma vie a été bouleversée. J'ai découvert que j'avais un frère. Un frère formidable que la vie m'avait volé. Et j'ai eu la chance incroyable de pouvoir lui donner une seconde chance. Il a marqué une pause, et tout le monde l'écoutait attentivement. Cette expérience m'a profondément changé. Elle m'a fait comprendre ce qui était vraiment important. L'argent, les biens matériels, tout ça n'a aucune valeur face à la vie et à l'amour. Après ma séparation, j'ai vendu une partie des terres de la ferme que je n'exploitais pas. Et avec cet argent, j'ai décidé de créer quelque chose qui aurait du sens. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Marc, Chloé, je veux que vous soyez les premiers à le savoir. J'ai créé une fondation. La Fondation Moreau. Son but sera d'aider financièrement les familles de patients qui ont besoin d'une greffe et qui doivent faire face à des frais de déplacement, de logement, comme Chloé a dû le faire. Elle aidera aussi à financer la recherche. Et elle portera le nom de notre mère, Hélène, pour honorer sa mémoire et pour transformer sa plus grande douleur en une source d'espoir pour les autres. L'émotion m'a submergée. À côté de moi, Marc pleurait sans retenue. L'idée que leur histoire, née d'une tragédie et d'une séparation, puisse maintenant aider tant d'autres personnes était bouleversante. C'était comme si le cercle se bouclait enfin. Marc s'est levé à son tour. Il a pris son frère dans ses bras. « Tu es l'homme le plus généreux que je connaisse », a-t-il dit simplement. Puis, il s'est tourné vers l'assemblée. Pendant des années, je me suis senti comme une pièce de puzzle seule, sans boîte à laquelle appartenir. Aujourd'hui, non seulement j'ai trouvé ma famille, mais grâce à vous tous, grâce à mon frère, grâce à ma femme incroyable, j'ai trouvé un but. Aider cette fondation sera désormais l'œuvre de ma vie. Je les regardais tous les deux, debout côte à côte, si différents et pourtant si semblables. J'ai repensé à cette femme désespérée que j'étais, un an plus tôt, pleurant dans un couloir d'hôpital. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel dénouement. La vie peut nous mettre à genoux, nous pousser au bord du gouffre. Elle peut nous briser en 1000 morceaux. Mais parfois, dans les moments les plus sombres, quand tout espoir semble perdu, elle nous offre un cadeau inattendu. Un murmure dans un couloir, une ressemblance troublante, une main tendue. La famille, j'ai appris que ce n'est pas seulement le sang que nous partageons. Ce sont les liens que nous choisissons de tisser, les sacrifices que nous sommes prêts à faire, et l'amour que nous décidons de protéger contre vent et marée. Notre histoire a commencé dans le désespoir, mais elle s'est terminée dans l'espoir, non seulement pour nous, mais pour beaucoup d'autres à venir. Et vous? Avez-vous une histoire incroyable sur la famille, ou sur une seconde chance que la vie vous a offerte? Racontez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait donner de la force et de l'espoir à quelqu'un qui en a désespérément besoin en ce moment. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires, car chacune d'entre elles est une preuve que même dans la nuit la plus noire, une étoile peut toujours se mettre à briller.